C'est Donc, parti. effectivement, première question, est-ce que le commun numérique est un bien commun? Alors, ça dépend ce qu'on entend par commun numérique, mais probablement que oui. Le problème du numérique aujourd'hui, de tout ce qui existe en termes de communauté numérique, est nécessairement ou presque toujours hébergé par des plateformes. Donc toujours tourné plus ou moins vers une idée de profit, ou au moins une idée de pouvoir dériver du profit à un moment ou à un autre. Il y a quand même un phénomène aujourd'hui qui donne pas mal d'espoir et qui donne beaucoup à penser, c'est ce qu'on appelle les DAO, c'est ce qu'on appelle les Digital Autonomous Organization, qui sont donc cette idée que grâce à des services comme Discord ou grâce à tout ce que permettent les technologies de décentralisation, alors il y a évidemment les blockchains, les crypto-monnaies qui viennent se greffer dessus, mais plus globalement en fait, le fait que le web puisse se redécentraliser, on pense que les utilisateurs de ces services vont avoir l'opportunité de s'organiser les uns avec les autres sans passer par un acteur central. Et ça donne quand même à penser qu'il va y avoir un futur du numérique où, oui, il y aura quelque chose de commun et qui sera, si ce n'est public, au moins détenu par la communauté. En fait, moi je pense que ce qui se rapproche le plus de l'avenir du web, avec toutes les technos Web 3 comme IPFS ou d'autres, c'est ce que les Américains appellent parfois les community owned coffee shop ou les trucs comme ça. Cette idée qu'on installe quelque chose dans la cité, qu'elle soit réelle ou virtuelle, et que une partie est détenue par un groupe d'individus et gérée, surtout gouvernée par ce groupe d'individus. Ça fait penser au modèle politique de l'anarchie. Oui, exactement. Ouais. Bah, souvent, c'est quand même des bases assez proches. Alors, il y a deux grands modèles quand même dans la réflexion qui existe aujourd'hui autour de tout ça. Il y a les libertariens à l'américaine, avec des références comme de sovereign individual ou des choses comme ça. Et après, il y a vraiment des anarchistes plutôt de gauche comme David Graeber qui sont vraiment au cœur de la réflexion autour de tout ça. Ouais. Éclaté, quoi. Ce qui est très intéressant, je pense, pour terminer sur ça, c'est comment en fait des entités aujourd'hui très installées, très lourdes et très centralisées, comme les plateformes comme Twitter, Facebook ou d'autres grandes marques, peuvent quand même être touchées par ces phénomènes. Par exemple, là, il y a des gens qui ont commencé à réfléchir à s'organiser en formant une DAO, donc une Digitally Autonomous Organization, qui réunirait assez d'argent pour acheter finalement assez d'actions Twitter, par exemple, pour réclamer un siège au board de Twitter. Ce qui permet à une communauté de reprendre un peu en main un outil qui aujourd'hui n'est tourné que vers le capital, le profit. Alors même si en général, quand même, derrière toutes ces réflexions, comme il y a toujours l'idée de monnaie, aujourd'hui, il n'y a pas encore d'exemple pur enfin en tout cas pas connu à une échelle très grande, de DAO qui se sont organisés juste pour faire du bien. À part, dans ce cas-là, le plus proche, ce serait les logiciels open source. La deuxième question qu'on voulait te poser, c'est si selon toi le commun numérique ou les formes de commun numérique peuvent être considérées comme des espaces communs à part entière ou pas? Ouais, ça pour le coup, c'est assez rapide comme réponse, mais je pense que oui. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il y aura une notion d'espace. Ça, c'est toute la question qui se pose aujourd'hui. On sait qu'il y a des communautés qui vont maintenant exister uniquement en réseau, qui vont se former uniquement de manière virtuelle. C'est pas pour ça qu'elles vont forcément décider de s'installer plus tard dans des choses comme ce que Facebook essaye de créer avec les métavers, les choses comme ça. Mais ça, ouais, c'est sûr que les espaces vont exister et être communs et très partagés. Moi, je crois beaucoup au fait que la décentralisation massive du web, justement, permettra de recréer des espaces où les gens pourront se retrouver. Et nous, justement, je ne sais pas si c'est le bon moment pour en parler, mais l'idée d'une technologie comme la transclusion, c'est que tu crées un document dans lequel il y a de l'information, du texte, des images, des choses que tu as créées, tu les mets en réseau, et en fait, les gens viennent consulter ton document, mais ils ont le droit, si tu les y autorises, d'en prendre une partie. Et en fait, la transclusion, c'est cette idée que tu peux consulter un document, sélectionner une partie, la prendre, l'inclure dans un autre document, et en fait, cette inclusion que tu fais dans le document numéro 2, c'est pas un copier-coller. C'est vraiment, tu prends une partie, et par contre, il y a un lien qui existe entre les deux parties, ce qui fait que si par exemple, toi, auteur du document 1 original, tu fais une modification, tous les gens qui y ont souscrit auront cette modification. Et donc, tu peux commencer à imaginer la mise en réseau de savoir à beaucoup plus long, à beaucoup plus grande échelle. Tu peux imaginer qu'on écrive des encyclopédies collaboratives, tu peux imaginer qu'on puisse justement, tu fais un papier scientifique, il y a une erreur, il est tout à fait possible, et on espère que ça se passera mieux que ce qui se fait sur les réseaux actuels. Tu prends une partie du papier, tu la cites, tu dis cet auteur pensait ça à l'époque, mais du coup il y a toujours un contexte qui permet d'expliquer et d'expliciter pourquoi la personne a pensé ça. Donc moi je suis vraiment, je pense que ce qui va se passer, c'est que les choses vont tellement s'interconnecter
qu'elles vont de fait créer des espaces. C'est un peu, moi que je dis des bêtises, mais c'est un peu comme la traduction numérique et écrite d'une discussion. C'est exactement ça, ouais. C'est un peu ça l'idée. Il y a un log. C'est un traçage en fait, d'une voilà. discussion. D'ailleurs, Ted Nelson, qui est l'inventeur de la transclusion, parle régulièrement de ce qu'il appelle les trails, donc les traces ou les enchaînements de pensée que permet la transclusion. En gros, l'idée, c'est qu'à l'avenir, potentiellement, justement, aujourd'hui, il y a des théoriciens qui pensent que la solution à tous nos problèmes, ça va être de créer donc ce fameux métavers qui serait globalement un monde métaphorisé virtuellement en 3D dans lequel tu peux te mouvoir. Il y a d'autres théoriciens, heureusement, qui pensent qu'il y a des outils comme la 3D, comme justement la représentation en plusieurs dimensions qui peuvent être utiles, mais c'est pas pour ça qu'il faut tout métaphoriser à nouveau. Et donc l'idée, c'est que par exemple, on pourrait avoir des univers de documents, un peu comme si tu regardais dans un planétarium, et tu aurais par exemple un document écrit par toi, et on serait capable de voir en fait derrière des liens qui montrent tout le corpus qui t'a servi à le construire, et d'explorer comme ça en fait des univers qui de fait deviendraient des espaces partagés. Et par exemple, ce qui peut être très chouette, et moi c'est ce à quoi je crois le plus profondément, ton document je le trouve super, je le prends et je peux en faire une nouvelle version. Je peux moi à mon tour te citer, rajouter d'autres textes qui viennent de mon corpus, de ma réflexion personnelle, ou citer des auteurs qui m'ont touché, ce qui crée une nouvelle version. Et comme c'est de la transclusion, on peut remonter à toi, et puis aux auteurs qui t'ont servi à toi, et aux auteurs qui leur ont servi à eux. Et donc l'idée, c'est à la fois de partager beaucoup plus largement pour créer des espaces comme ça, de pouvoir toujours tracer en fait d'où vient quelque chose, mais si tu vas plus loin et que tu prends en compte les réflexions qu'il y a aujourd'hui sur justement les communautés et la manière dont les auteurs sont rémunérés, si la transclusion fonctionne correctement, par exemple, si on arrive à créer des espaces comme ça qui mettent en relation les auteurs et leurs lecteurs directement, il y a des systèmes aujourd'hui comme les éditeurs ou les majors ou tout ce qui, en gros, aujourd'hui dit aux créateurs moi je vais te donner le pouvoir de produire et de distribuer, qui peuvent disparaître. Parce que la communauté pourra se réunir, en tout cas c'est la théorie pour certains projets, et se dire nous, on va aider cette personne à mettre ce projet au jour, mais comme on est une communauté autour de ce projet, on en aura une petite partie. Potentiellement. Où on aidera à sa gouvernance, où on aidera à sa distribution. Alors, Bien sûr. Et pour le dire de manière très simple, en fait, l'intérêt de ces communautés autonomes et de tout ce qu'on est en train de créer, c'est de pouvoir reproduire de manière numérique ce qu'on appelle les tiers-lieux, donc tous ces lieux un petit peu de passage, ou en tout cas qui accueillent justement des communautés. Mais par exemple, une bibliothèque numérique, il y a des exemples, c'est assez frappant. Par exemple, Minecraft, le jeu vidéo, il y a des gens qui sont en train de construire une bibliothèque dans Minecraft, avec cette idée qu'en fait elle sera à terme capable d'héberger tout le savoir humain, puisque le bâtiment, étant donné qu'il est numérique, il n'a pas besoin de grossir pour accueillir plus de documents, qu'elle n'est pas censurable, parce que du coup elle est accessible de n'importe où sur le web, même si le fait que Minecraft soit détenu par une corporation privée peut faire penser qu'il y aura des petits problèmes. Et puis il y a la vision de Ted Nelson, qui est de dire en fait on va créer un univers, on va créer une planche sur laquelle on va mettre tous les livres qui ont été écrits dans le monde sous forme de grands parchemins, et les gens vont pouvoir comme ça prendre des bouts et recomposer des choses, et parce que les gens ont accès à cet univers infini qui ressemble un peu à un Google Maps mais dans lequel il n'y a que du texte, et qu'ils ont de la transclusion, ils peuvent créer ce que lui appelle des enfilades, et les enfilades c'est cette combinaison de segments de plusieurs textes qu'on a sélectionnés, auxquels on ajoute une pensée, et qui viennent s'ajouter à la masse du savoir humain qui est préexisté avant. Donc moi je pense qu'en fait le grand débat c'est pas tellement est-ce que ces outils ou ces espaces vont être communs, c'est quelle va être leur représentation. Et est-ce qu'on va réussir à s'affranchir justement de certaines limites qui existent dans le monde. Qu'est-ce que tu entends par représentation ? Est-ce qu'on va décider de les métaphoriser complètement ? Et est-ce qu'on va décider de créer justement des choses comme le métavers au sens où Facebook l'entend ? Ou est-ce qu'on va réussir à créer des espaces justement très accessibles qui correspondent à des nouveaux codes complets ? Voilà. Quelle va être la forme en fait de ces communautés ? Du coup, moi j'interviens là, je suis désolé, parce que tu es en train de toucher un truc qui moi me travaille beaucoup depuis plusieurs années et qui est partie de ce que je fais aujourd'hui. C'est comment en fait on réunit ça avec les enjeux qu'il y a aujourd'hui à recréer de la communauté, de la gouvernance, du lien à l'échelle locale et dans le social. Parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de dichotomie sur laquelle on marche en permanence, qui est que d'un côté, les outils qu'on a pour faire des choses très simples viennent souvent à manquer, et de l'autre, au moment où les outils commencent à apparaître, on est en train d'essayer de les orienter.
certains essayent de les orienter justement dans une direction qui serait plutôt celle d'une décentralisation totale et comme tu l'as dit, d'un métavers en fait où on se coupe complètement de l'existence. Et c'est un truc sur lequel moi j'ai pas la réponse, mais c'est vraiment une des réflexions que j'ai. C'est dans le chemin qu'on est en train de prendre et on voit qu'il y a on en avait parlé dans le séminaire, de plus en plus une aspiration parfois à revenir à une vie à l'échelle de la communauté. On en a parlé, peut-être changer parfois les paradigmes à l'aune desquels on évalue ce qui fait notre activité, sa valeur, comment on évalue les relations, comment on évalue un travail, ce qu'est un travail même d'ailleurs, et comment en fait on peut s'acheminer dans une réflexion qui permettrait finalement de faire le lien entre ces deux questions-là. C'est comment finalement on va avoir un outil qui va être extrêmement puissant et permettre de faire beaucoup de choses, mais on n'est pas nécessairement obligé de l'utiliser qu'à une fin d'être complètement déconnecté de la réalité. Oui, bien sûr. D'ailleurs, moi je pense qu'il faut bien scinder les réflexions qu'il y a sur la décentralisation et celles qui commencent à exister autour de ces univers comme ça, en 3D, qui représentent des mondes très différents, parce que dans un cas, par exemple, les technos de décentralisation massive, et je mets un peu de côté les blockchains, elles ne nécessitent pas beaucoup de puissance de calcul. Elles peuvent tourner sur des tablettes, des téléphones, elles demandent du réseau, elles demandent un accès à la donnée à un moment ou à un autre. Donc finalement, elles sont très universelles et assez démocratiques, parce qu'à partir du moment où tu peux te connecter au web, tu peux y participer. Le métavers, toutes ces choses-là, au contraire, elles vont demander à ce que tu t'inscrives sur une plateforme qui elle-même a des serveurs qui ont la capacité de rendre ce monde dans lequel tu te balades. Ce que tu décris là, en fait, il y a un chercheur qui a écrit dessus dans les années 90. Il a écrit un livre qui s'appelle Mirror World, or the day the universe will fit in a shoebox, donc le monde miroir ou le jour où l'univers tiendra dans une boîte à chaussures. Et ce qu'il décrit justement, c'est assez étonnant parce que lui, il l'écrit, donc il n'y a pas vraiment de schéma. Et il dit, on va avoir la capacité avec nos ordinateurs et le réseau de créer des univers dans lesquels on pourra représenter par exemple une mairie, de voir, de manière métaphorique ou non, qui se tient à l'heure actuelle qui tient séance pour le conseil municipal, qui vote et qui vote quoi. Et les gens pourront être au courant, justement parce que c'est en ligne de ce qui se passe dans leur ville et agir beaucoup plus facilement sur leur communauté. Moi, ça, j'y crois beaucoup, ouais, effectivement. Et je pense que ça peut faire de nous des citoyens plus concernés à partir du moment où il y a quand même un gros problème avec le numérique, c'est qu'il y a quand même une différence d'accès. Tous les gens ne sont pas... J'allais venir là-dessus, justement. Il y a quand même une grosse fracture numérique. La question du vote électronique est toujours pas tranchée. Donc peut-être que justement à l'échelle locale, effectivement, c'est possible de commencer par exemple par des budgets participatifs, de commencer par quelques petites questions d'aménagement ou des choses comme ça. Et ouais, ça, je pense qu'effectivement, ça peut créer quelque chose de nouveau. C'est la théorie qui suit les tiers-lieux, c'est les quart-lieux, c'est les lieux de réunion qui sont des tiers-lieux numériques. Et ça, ouais, ça, revenir sur la question de la transclusion et de ce que tu as expliqué, est-ce qu'on pourrait parler d'une éthique du partage, pour prendre ce terme-là? Est-ce que ce serait une forme d'éthique du partage? En tout cas, ouais, en fait, il y a cette idée. En fait, l'idée la plus forte, c'est, je pense, que la citation doit toujours permettre de découvrir le reste du corpus. Pour moi, en fait, l'idée de Ted Nelson, c'est de dire un document n'est jamais créé ex nihilo, une pensée n'est jamais créée ex nihilo. Il y a toujours quelque chose qui a nourri l'auteur. Et il faut que la personne qui lise ce document puisse le savoir. Et donc oui, je pense qu'il y a vraiment, si c'est pas une éthique, en tout cas, il y a une précaution qui est prise dans ces systèmes-là pour garantir que personne n'est déjà, par exemple, que tu peux pas techniquement dans ces univers-là voler le travail de quelqu'un. Et l'autre idée, c'est effectivement que tu puisses toujours aller plus loin dans ta réflexion. C'est d'ailleurs la seule chose qui est restée complètement intacte dans le concept d'hypertexte aujourd'hui et qui est extrêmement bien mise en œuvre par Wikipédia. Tu cherches sur un sujet et il y a des liens partout sur la page qui peuvent t'emmener à tout ce qui touche de près ou de loin à ce sujet et tu peux comme ça te perdre et explorer. Donc ouais, il y a un peu cette idée, en fait je ne sais pas si c'est une éthique du partage, en tout cas il y a cette idée que en garantissant que tu peux remonter à l'auteur et que tout le monde peut avoir accès à ce pool de données, alors la réflexion progressera. Donc je ne sais pas si toi tu l'appellerais comme ça, mais peut-être qu'effectivement ça qualifie. Mais on arrive quand même à un moment où il y a des outils qui commencent à émerger autour de tous ces concepts. Il y a des outils qui commencent à réfléchir à la manière dont on peut créer des documents dans un univers décentralisé où ils vont être publiés, puis repris par la communauté qui va les éditer, se les approprier, les republier et ainsi de suite. Ça veut dire que tu dois sortir même de l'objet comme ça, qui ressemble à une page, quelque part, que tu pourrais envisager autre chose. Alors ça, c'est assez fascinant. Aujourd'hui, globalement, il y a, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais on va dire qu'il y a peut-être 3 grandes tendances. Il y a les appareils avec manipulation indirecte et directe.
il y a le Mac, manipulation indirecte, souris clavier, on fait bouger un curseur sur l'écran qui représente l'utilisateur. L'iPad et l'iPhone, représentation directe, je tape, il se passe quelque chose. Après, il y a la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Et enfin, il y a cette autre informatique qui est très peu exploitée, qui est l'informatique ambiante. Il y a notamment un chercheur qui s'appelle Brett Victor, qui lui dit, mais la solution, c'est pas de créer un métavers, c'est pas de toujours aller vers plus de machines et plus de temps avec les machines, c'est d'augmenter des objets avec lesquels on a une bonne relation. Et donc lui, son idée, c'est de dire, en fait, on va avoir des pages de papier sur lesquelles il y a du code imprimé, par exemple. Et cette page de papier, je la pose sur une table, il y a une caméra au-dessus, elle lit le code, il est interprété par un ordinateur, et il y a un projecteur qui projette le programme sur le papier. Et donc en fait, tu peux bouger la page de papier, ton programme bouge avec, tu peux venir poser une image dessus pour modifier son fonctionnement, l'interrompre avec ton doigt, et en fait, tu retrouves des objets physiques avec lesquels tu peux jouer, que tu peux couper, que tu peux coller, que tu peux colorier, et ils ont quand même une force numérique. Voilà. Et ça, c'est probablement, enfin, pour moi, c'est la vision la plus prometteuse et la moins fasciste, pour utiliser un mot très fort, qui existe aujourd'hui. Comme quoi, ça va loin le concept de transclusion. Ah. Non, parce que tu vois, quand on parle des communs numériques, des endroits où on va exister à plusieurs et partager de l'information, la beauté de ces communautés qui permettent d'être en réseau avec des gens qui sont en Inde, aux États-Unis, n'importe où dans le monde, c'est que tu peux vraiment apprendre des choses en étant chez toi. Et dans un monde où globalement on va peut-être vivre en étant privé de voyager ou d'aller loin, ou par choix ou par contrainte, le Covid le contraint, le réchauffement climatique quand même fait réfléchir à tout ça, et ben ça va avoir une importance significative. Mais si tout se déplace dans la machine, on perd aussi de la force. Par exemple, l'univers digital aujourd'hui est incapable de représenter des choses. Si on revient au livre, par exemple, un livre, tu le prends en main, il a un poids, il y a une épaisseur, tu sais où t'en es juste en regardant le nombre de pages qui sont à gauche et à droite. Aujourd'hui, faire ça avec un document Word, même si tu as des barres de scrolling, c'est pas du tout la même expérience. Et donc, un univers où tu peux à la fois avoir un mur sur lequel tu as des gens en visioconférence, mais en même temps, tu bouges du vrai papier que tu coupes, que tu colles, tu construis une vraie maquette, par exemple, en architecture, mais à l'intérieur, tu vois des gens bouger qui sont des figurines numériques. C'est fascinant, ça c'est fantastique. Et ça existe. Et ça c'est en train de commencer à exister. Alors moi je suis entièrement d'accord, mais effectivement ce que tu disais, c'est que même sans aller jusque-là, à une époque où ça fait on va dire 18 mois qu'on a eu nos modes de vie radicalement bouleversés, c'est à l'échelle même pareil encore une fois, parce que j'en reviens à ce qui nous occupe, mais du quartier, de la ville, même d'une communauté urbaine on va dire, cette capacité à savoir que déjà on peut continuer à interagir, à travailler ensemble, et au-delà de ça, c'est pareil, je ramène un peu sur certaines questions qu'on se pose, mais tu peux continuer à être citoyen en fait. C'est ça. Ouais. Alors qu'une partie de ce qui était la façon qu'on prenait pour acquise en fait d'être citoyen, typiquement on t'a dit ça lève d'autres problèmes, hein, le vote, tu l'as mentionné, mais savoir que je peux continuer à interagir avec, que ça soit, je sais pas, un groupe d'intérêt, pour l'appeler comme ça, que ça soit au contraire les questions d'éducation, que ça soit les questions de vie citoyenne, de vie de la cité. Je peux continuer à être présent, je peux continuer à échanger, je peux continuer à suivre, à garder des traces et à composer en fait ce qu'il fait. Et là c'est intéressant parce que je trouve que moi ça revient en plus sur les questions qu'on se pose un peu, comment finalement l'outil se met au service de la citoyenneté dans cela, et comment en fait on garde des modalités de négociation en fait, sur ces modalités. Donc alors effectivement, après, l'autre truc que tu as présenté, ça, je trouve ça fascinant aussi. Non, mais en fait, il y a deux choses. Il y a le fait qu'un appareil comme celui-là puisse contenir un peu une partie du monde et permettre de s'y connecter, ce qui est quand même super chouette. Mais ce que propose Brad Victor, que je trouve de très intéressant, c'est ce qu'il appelle les community computers. C'est-à-dire des ordinateurs qui sont dans des... Un peu comme aujourd'hui on a des bibliothèques publiques, et ben, il y aurait des pièces, il y aurait des bâtiments dans lesquels tu peux aller avec un groupe de travail ou d'amis, et il y a cet ordinateur qui est à ta disposition. Et tu arrives avec ton tas de papier, peut-être aussi ta tablette. Il n'a pas dit que ça remplacerait, il a dit que ça devait exister. Et là, du coup, tu as évoqué les tiers-lieux. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se développe un peu dans les Fab Labs aussi. Ouais, définitivement. Justement, dans cette... Et qui, pour le coup, c'est intéressant, réunit autour de l'outil de la communauté pour quelque chose qui est au service... Mais c'est pour ça, effectivement, tout ce qui se passe, en fait, le mix qu'il va y avoir entre... Les logiciels qui vont devenir, quand même, on va dans un monde où l'open source a pris une place énorme. Donc en fait, les codes de ces logiciels open source qui sont nés dans les années 90 et qui se sont construits face à une puissance un peu malfaisante qui était incarnée par Microsoft,
tous ces codes vont être repris par les communautés pour se créer et se monter les unes avec les autres, et c'est comme ça que les lieux vont émerger. Et ces lieux, ils vont exister de manière physique et virtuelle. Ce qu'il y a de très beau, en fait, c'est les codes qui sont derrière. Le fait qu'on construise... L'industrie technologique s'est construite sur l'idée que la concurrence permettait d'aller toujours vers mieux. Aujourd'hui, avec ces nouveaux principes qui commencent à émerger, on entrevoit un avenir où on se dit que la coopération permet d'aller vers toujours plus et toujours mieux. Et c'est dans ce contexte-là qu'on pourrait voir apparaître des choses très très fortes. Le fait de dire que même pour une entreprise qui est tournée vers le profit, mettre son code en open source lui permet quasi gratuitement de savoir s'il y a des failles dedans, mais permet aussi à des gens en échange de le reprendre et de s'en servir pour faire d'autres projets. Et ça, pour le coup, pour moi, c'est le fond de la question égalité. C'est le fait que des communautés d'individus décident d'adopter ces codes en se disant la coopération permet d'aller plus vite et plus loin que la concurrence. Et ça relance dans un monde qui est quand même très, maintenant, surtout en Occident. Voilà. Et dans un monde qui est très, quand même, surtout en Occident, poussé vers plus de libéralisme, plus de choses comme ça, on peut espérer voir émerger au niveau de la communauté des services tellement bien foutus et qui reposeront sur des technologies qu'on ne se posera même plus la question de savoir s'il faut les mettre en concurrence ou pas. Parce que le service rendu par la communauté sera de toute façon le meilleur que tu puisses avoir, parce que si tu poses la question de comment il fonctionne et de son efficacité, le code, toutes les règles de la communauté, toute la réflexion qui a permis d'arriver à ce résultat-là, tu pourras l'auditer en fait. Quel type de service tu penses ? Là, je pense, mais que ce soit des transports par exemple. Les transports, tu peux vraiment espérer avec des logiciels améliorer un service de bus, un service de taxi, de ramassage scolaire, de choses comme ça. Avec des budgets qui vont être consentis par des individus et qui souvent... En fait, ce qu'il y a d'assez chouette, c'est que la technologie permet en général de faire baisser les coûts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi ou Elon Musk, vous avez globalement le même matériel. C'est l'homme le plus riche du monde, mais il a le même téléphone que toi, la même tablette, le même ordinateur. Donc techniquement, et c'était un peu l'idée au début de la révolution de la micro-informatique, tu as un pouvoir d'agir, si on met de côté sa fortune, à peu près équivalent. C'est-à-dire que tu as des outils qui te permettent de créer des choses qui sont les mêmes que lui. Et donc, l'avantage de ces outils, qui sont hyper puissants, c'est que tu peux créer des choses qui coûtent très très peu cher, qui peuvent se répandre comme des traînées de poudre. Le Uber, par exemple, aujourd'hui est un service qui est tourné vers le profit, mais la technologie qui est derrière, l'idée qu'on va avoir une carte sur laquelle il y a des gens qui sont en réseau, on peut voir leur position, et on peut leur demander de nous rendre un service, c'est juste que tu payes. Tu peux l'adapter aussi au niveau d'une communauté. C'est ça que je veux dire. Ce genre de service, les services de recyclage, de ramassage d'ordures, les services de transport, tous les services publics vont pouvoir être optimisés drastiquement, coûter beaucoup moins cher, sans toutefois qu'on les tourne nécessairement en des machines à profit. Voilà. Et je pense que c'est une réponse claire, forte, et même si elle est difficile à mettre en œuvre, à la crise qu'on traverse un peu aujourd'hui. Est-ce que ce qu'on appelle la Smart City ou la ville intelligente, ça a raté le coche En fait, ça dépend, c'est comme toujours, il y a beaucoup de chimères, c'est-à-dire qu'on s'est dit que les immeubles allaient... je sais pas, que les systèmes de chauffage allaient commencer à tous s'autoréguler, que tout allait être automatique, qu'on allait pouvoir piloter la ville. C'est pas faux, il y a des systèmes qui existent pour faire des choses approchantes. En fait, le problème du monde actuel, c'est qu'on a souvent tendance à penser que plus on va ajouter de la technique et mieux ça va aller. Or, il y a probablement des endroits où c'est faux, où il faut de l'humain. Et la Smart City fait probablement partie de ces choses-là. C'est-à-dire que si tu veux du service, si tu veux de l'aide, si tu veux vivre bien, il y a un moment, il faut des êtres humains. C'est la même réflexion même dans des choses aussi bêtes que... En fait, une machine, elle est très efficace, mais elle va toujours suivre un plan très clair, défini. Elle va avoir du mal à s'en écarter. Tu demandes un renseignement à une machine, si c'est dans ses cordes, elle te le donnera bien plus vite et bien mieux que l'humain. Mais dès que tu as un problème, que tu rentres pas tout à fait dans la case, c'est foutu. Donc la complexité ne peut pas être envisagée. Voilà, en fait, il faut que la machine... Sinon, tu tombes dans un travers où tu ne fais que recréer à l'infini des bureaucraties. Miniatures, mais des bureaucraties quand même. C'est-à-dire que acheter un billet de train aujourd'hui, c'est quand même... En fait, quand tu vas acheter un billet de train aujourd'hui, la technologie te permet de l'acheter depuis ton téléphone sans bouger de chez toi, mais tu n'as plus la possibilité, dans un aéroport, de rentrer, de dire « je veux un billet ». C'est là, en fait, où il y a un problème probablement à étudier, à régler. Okay. Et c'est sans poser toutes les questions de la vie du futur où l'anonymat pourrait devenir quelque chose de clé, voire de nécessaire, ou d'interdit, la manière dont on va vivre, s'il y a effectivement plus ou moins ces idées de nouvelles technologies, est-ce qu'on va vivre toujours sous pseudonyme? Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent sur la manière dont on va vivre les uns avec les autres. Est-ce que tu es la même personne dans toutes les communautés dont tu vas faire partie?
C'est bon? Voilà. Si juste pour une réflexion, donc, comment selon toi le commun numérique ou les communs numériques, parce qu'il n'y a pas un commun numérique, il y en a plusieurs, peuvent nous aider à penser les communs au présent et au futur? Dans tous Les communs dans leur... voilà. Et ben justement, je pense que la réponse la plus simple, c'est en faisant infuser cette idée qu'il est possible de créer des choses en décidant qu'elles vont exister. Voilà. Je pense que la plus belle leçon qui vient de ces communautés numériques, c'est de dire que le monde est d'une manière, mais qu'on peut se réunir un matin et décider qu'on va le faire d'une autre manière. Que cette phrase, qui est un peu un idéal aussi anarchiste ou 68 art, elle commence à être assez vraie, quoi. On peut décider de se mettre ensemble et de faire quelque chose. Il y a un exemple assez fascinant de communauté hybride qui s'appelle cul-de-sac. Donc c'est un américain, donc il le prononce cul-de-sac. C'est des gens qui se sont mis ensemble en disant on trouve que les villes actuelles sont pourries, on va créer une communauté qui va bâtir une ville. Et ils sont en train de la construire. Alors le problème, c'est que il y a pas mal de gens qui disent que cul-de-sac justement aussi pousse un petit peu justement à ce que des gens qui font déjà partie de l'élite se mettent ensemble, décident d'acheter un petit bout de terrain et d'aller y vivre. Mais ça prouve que l'idéal un peu pionnier qui a présidé à l'invention de beaucoup de belles choses au 19e et au 20e siècle peut réexister. En fait. Moi, ça me fait penser aux utopies réalistes, ou réalisées plutôt, Oui. tu nous dis là. Alors ça me fait... Parce qu'il y a d'autres manières de faire là maintenant, c'est d'autres possibles, quoi. C'est vraiment... C'est les... comment il s'appelait je cherche le nom de ce designer qui travaille avec sa femme et qui a créé ce qu'on appelait les living structures. Je connais ça. Qui sont vraiment des... comment dire j'ai oublié son nom. En fait, l'idée, c'était... je retrouverai. Mais en gros, l'idée, c'était de dire... il est possible de créer des maisons, des habitations, des endroits que les gens peuvent construire seuls, très facilement, qui coûtent pas cher. Et par exemple, on peut régler le souci des gens de la sédentarité ou justement du mal au logement, des choses comme ça. Et en fait, ça, quand même, aujourd'hui, qu'on puisse mettre un architecte, un ingénieur spécialisé en structure, un designer, un menuisier, un charpentier, tous ensemble dans un channel Discord, sans qu'ils se soient jamais vus, et qu'ils arrivent à faire les plans de quelque chose qui ensuite va être fabriqué dans le monde réel, ça c'est fantastique. Dans la série, de cette idée-là, donc moi je travaille pour une autre structure à côté de Strat, qui en fait est issue à l'origine d'un groupe d'architectes qui disent toujours qui s'appelle 00. Et en fait, ils se sont fait connaître parce qu'ils ont mis en fait les plans d'un habitat modulaire en téléchargement libre en open source. C'est trop bien ça. Voilà, c'était de dire on veut apporter une réponse à un problème. Nous, on est capable de faire, et justement, c'était de dire en fait, on peut aussi faire l'architecture différemment aujourd'hui, notamment entre autres en mettant à disposition de qui en a besoin des plans en téléchargement libre. Voilà. Et je pense qu'en fait, c'est ce genre d'initiative qui représente le mieux les communs du futur, qu'ils soient physiques ou non. Et en fait, là où je pense que le numérique trouve vraiment sa place et à son meilleur quand il arrive à créer de la relation entre des gens qui finalement arrivent à ensuite produire quelque chose ensemble, qui perdurera ou qui améliore la vie d'autres gens. L'idée originelle avec le micro-ordinateur, c'était de dire les individus auront la même capacité d'agir que des corporations. Parce que l'outil, grâce au code, grâce à tout ça, leur permet d'imaginer n'importe quoi. Parce que l'ordinateur permet de simuler n'importe quoi. Des particules, des atomes, tout peut être simulé par cette machine. Et c'est probablement son plus grand atout. C'est que c'est le plus grand et le plus beau simulateur qu'on a jamais créé. Mais comment tu vis au quotidien de ça ou avec ça? C'est-à-dire, est-ce que, encore une fois, les communs dont on parle là sont accessibles à tous? Est-ce que c'est parce que tu as déjà une vie installée que tu peux participer d'un commun de ce type-là? Voilà. Comment tu... C'est très dur comme question parce que aujourd'hui, par exemple, tu as 2,5 milliards de personnes qui n'ont pas accès à Internet. Et en même temps, il n'y a jamais eu autant... Je crois que c'est ça, non? Je crois que tu n'as jamais eu autant de gens qui ont été connectés, qui ont pu se parler les uns avec les autres. Et je pense que la seule réponse, c'est que... Enfin, c'est la mienne et je ne sais pas si elle est juste, mais c'est que tu essayes de construire des choses plus abordables, que les gens peuvent comprendre. Par exemple, tout le mouvement de la low-tech. Là, par exemple, c'est pas qu'une question d'abordable, mais c'est d'un point de vue du modèle économique. Comment tu vis, c'est-à-dire comment tu gagnes ta vie. Oui, comment tu gagnes ta vie de manière générale. Comment, en gros, tu rentres chez toi ou ailleurs et que tu vas ouvrir ton frigo, que tu peux manger, que tu peux faire des choses. Par exemple, donc, ça correspond à quel modèle de société? Ça correspond à un modèle. Tu veux dire, est-ce que le salariat a toujours une place, par exemple? Ce genre de choses.
Alors, moi je pense que oui, parce que tu as des gens qui ont décidé de construire des entreprises, mais ils vont construire. Par exemple, aujourd'hui, tu as des entreprises, des startups qui décident qu'elles n'auront jamais de bureau. Il y a un mec qui démarre tout seul chez lui avec un ordinateur portable et du Wi-Fi, puis il en rencontre un autre qui n'est pas forcément dans le même pays, et ils bossent ensemble, et ainsi de suite, et ça grandit. Donc, tu auras toujours des entreprises, tu auras toujours des gens qui auront besoin de rassembler des gens pour bosser sur des projets. Après, ce qui est sûr, c'est que le modèle du créatif solo, qui travaille sur plusieurs projets, qui va probablement se démocratiser. Si on en revient par exemple à l'idée d'architectes qui mettent une maison en téléchargement libre sur Internet, il y a des systèmes hybrides qui sont notamment aujourd'hui bien étudiés par la communauté open source où tu dis, si vous êtes un individu et que vous allez utiliser cette chose pour vous tout seul ou pour améliorer le savoir humain, elle est gratuite. Si vous voulez vous en servir pour faire du profit ou parce que vous êtes une corporation, vous payez. Donc il y a aussi cette idée qu'à chaque fois que tu vas créer quelque chose, maintenant tu auras peut-être l'opportunité d'en faire un peu un revenu passif. Parce que tu le mettras en vente quelque part. Et comme il est reproductible et que l'idée de rareté est diminuée par le numérique, eh ben, tu peux gagner ta vie de cette manière-là. En gros, l'idée, c'est la démultiplication de ce genre de choses pour qu'on puisse avoir accès librement à des choses. C'est ça. D'accord. Et tu as peut-être un moment où, effectivement, un designer, par exemple, va bosser en agence pendant quelques temps. Excusez-moi. Donc, je pense que tu as des designers qui bosseront en agence, mais ça n'empêchera pas qu'à côté, ils dessinent des choses chez eux le soir qu'ils mettront en vente sur des plateformes. Ou qu'ils imprimeront des objets en 3D qu'ils vendront. En fait, et c'est pour ça que la question de l'anonymat, quand même, tu peux difficilement l'éviter, c'est que les gens vont pouvoir faire plus de choses. Voilà. Alors après, le problème, c'est est-ce que les corporations actuelles vont s'en servir pour précariser la force de travail qui existe aujourd'hui? Parce que si tu as accès à un pool de travailleurs, non pas en France ou en Europe, mais dans le monde entier, et que tu peux les payer au tarif le plus bas, bah, effectivement, tu n'es pas forcément... Oui, tu retombes dans une autre t'es pas forcément poussé. Et typiquement, ça fait partie des... je reboucle un peu, mais des questions éthiques qui est justement dans la question des organisations décentralisées autonomes et compagnie qui se posent à l'heure actuelle. C'est finalement sous quel modèle, outre la gouvernance, il y a la modalité de la rémunération, Voilà. qui est aussi une réflexion sur la modalité du travail en fait. Qu'est-ce qu'on compte comme travail, ce qu'on compte comme travail salarié, ce qu'on compte comme un avantage issu de ma participation, ce qu'on compte comme quelque chose que je fais je veux dire de manière bénévole, mais qui a une autre valeur, et comment tout ça effectivement... Alors, il y a des modèles très intéressants qui se mettent en place. Par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle Gumroad, qui est une boutique en ligne pour les créatifs, et le fondateur de cette entreprise, Sahil Lavigna, en gros à la base avait créé cette entreprise. Elle avait été financée par des venture capital, des fonds de VC, des choses comme ça. Il avait levé beaucoup d'argent et puis ça n'a pas marché. En tout cas pas au niveau qui lui aurait permis de continuer à la faire financer, d'en faire une grosse start-up. Il a globalement, je fais l'histoire courte, rendu l'argent. Il est parti tout seul dans un coin, il s'est installé dans un autre état américain qui coûtait moins cher, à la campagne, puisqu'il ne voulait plus vivre comme ça. Il a rebâti la boîte de zéro, sans avoir de salariés permanents, sans avoir de bureau. Et maintenant qu'il a réussi quand même à en faire une entreprise qui génère, je crois, plusieurs millions de dollars par an, il n'embauche jamais des gens pour plus de 20 heures par semaine. C'est-à-dire, il dit, la semaine de travail américaine fait 40 heures, moi je ne vous embauche pas à plus de 20 heures. Par contre, je vous paye comme si vous travailliez 30 heures, je crois, un truc comme ça. Et vous pouvez faire autre chose à côté et vous travaillez en asynchrone. C'est-à-dire on travaille non seulement pas dans la même ville, mais pas aux mêmes heures. Alors ça a plein d'autres soucis, mais il y a des modèles qui commencent à émerger. Intéressant. Ok. En fait, ça se rapproche pas mal, je trouve, de certains modèles de très vieilles universités. Où tu étais présent, il était convenu que tu avais une charge, que tu étais dans l'endroit, mais ton temps n'était pas dicté par qui que ce soit. Tu avais des obligations, mais tu avais aussi beaucoup de temps libre. Et je pense que maintenant, on se rend compte quand même que les choses matérielles sont ce qu'elles sont, qu'elles vont peut-être pas perdurer pour toujours, que la planète est fragile. Et je pense que tu as beaucoup de gens qui aspirent à être très riches en temps et peut-être un peu moins de manière matérielle. Et même si les gens sont encore très matérialistes et que la société de consommation est très en forme, il y a des réflexions qui commencent à exister qui sont assez intéressantes autour de ça. Mais il y a des gens qui pensent que les gens vont pouvoir se syndiquer beaucoup plus à nouveau. Et il y en a d'autres, et pour l'instant, j'ai tendance à penser qu'ils ont raison, tellement les choses sont encore centralisées, qui pensent qu'il y a vraiment un risque en fait pour le droit du travail. Il faut voir ce qui va se passer, mais il faut être très 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 prudent. Toutes les activités ne s'y prêtent pas non plus. Exactement. Ouais. Voilà. On va te remercier grandement. Merci on va te libérer. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. Non, mais écoute, avec plaisir.